Précédemment dans les épisodiques. Stranger Things est une série Netflix créée par Matt et Rue Duffer, puis on rencontre Jonathan et Joyce, le frère et la mère de Will, qui se demandent où est-ce qu'il a pu passer ce petit garnement. Espionnage, vélo, je crois bien qu'on l'a retrouvé. Alors c'est qui le meilleur? Bonjour mesdames et messieurs, Flash Info, le grand JD en PLS. Looney revient chez Joyce, Hopper va niquer des mères. Fin de l'épisode 4. Hopper entre dans le labo comme dans un moulin, alors que c'est une structure de l'État, je rappelle. Il découvre le poteau rose, qui pour le coup est plutôt un poteau vert fluo, vert dégueulasse, vert cacadois. Puis il se réveille chez lui, mais va être sûr qu'on ne l'espionne pas. Le roi Merlin, et vos projets vont plus loin. Jonathan rentre chez sa mère pour lui dire qu'elle avait raison depuis le début, mais Looney fait son taf de gros connard et Jonathan repart. Nancy s'entraîne à péter des gueules, ment à Steve et part chercher ce coquin de Barnabé avec Jonathan. Moi aussi je commençais à te trouver cool. Je me disais, cette Nancy Wheeler, c'est pas qu'une de ces filles de banlieue chic qui jouent les rebelles, en faisant exactement ce que toutes les autres filles de banlieue chic font, jusqu'à ce que ça leur passe et qu'elles épousent un sportif super barbant qui deviendra vendeur et qu'elles vivent leur petite vie super barbante au fond d'une impasse. Tout comme leurs parents, qu'elles trouvaient si déprimants, mais qu'elles comprennent parce que, hey, c'est la vie. Cette scène est cool, on en reparlera dans la conclusion, mais on voit déjà qu'elle approfondit la thématique de la famille catalogue de jouets dont on avait déjà parlé. La nuit tombe et nos deux héros tombent sur un cerf, sauf que Barnabé tombe sur nos deux héros, Nancy tombe dans l'Upside Down et Barnabé tombe sur Nancy. Sous les conseils de Looney, il s'organise l'enterrement de Will, mais se rend compte que ce connard de Looney était venu que pour gagner de l'argent. Elle le vire, la délicieuse crème de Normandie, et reçoit la visite d'Hopper qui lui annonce la plus joyeuse des surprises de l'univers. T'avais raison. T'avais raison depuis le début. La bande comprend que l'Upside Down fonctionne comme le plan de l'ombre dans Donjons et Dragons. Le plan de l'ombre est une dimension qui n'est que le reflet obscur ou l'écho de notre monde. C'est un endroit de perdition et de mort, un plan hors du temps, un lieu habité par des monstres. Elle va donc demander à Monsieur Clark d'être éclairé sur le plan de l'ombre pendant l'enterrement de Will. Ils utilisent donc leur boussole pour trouver un portail entre ici et l'Upside Down. Mais Eleven utilise ses pouvoirs car elle avait peur d'aller voir le portail, ce qui crée donc une bagarre entre Lucas et Will. Eleven utilise ses pouvoirs, ça fait un fusroda, tout le monde se dispute. Fin de l'épisode 5. Le labo traque les gamins en commençant par mettre des plombiers pédophiles partout dans Hawkins. Joyce et Hopper vont voir Terry Hides et sa sœur. Terry qui, spoiler, est la mère de Eleven et qui est devenue un légume à cause du labo, merci la gauche. Steve s'est fait têche et essaye de reconquérir Nancy. Il utilise donc sa technique de ninja, mais il trouve à la place Jonathan. Le seum opérant, il décide de leur faire une petite surprise. Jonathan dort chez Nancy et au matin ils vont acheter l'équipement du parfait chasseur, mais tombent sur la surprise de Steve. Ça part en explication, bagarre et commissariat. Eleven vole des gaufres et se la joue Man vs Wild tout en provoquant une série de flashbacks. Lucas fait la gueule et se la joue Rambo en espionnant le labo. Mike et Dustin sont les seuls qui ont décidé de pas s'embrouiller, et vont donc essayer de s'excuser auprès de Lucas, ce qui ne marche pas, et de retrouver Eleven, ce qui ne marche pas. Ils se mettent encore plus dans la merde, et après en fond vert bien dégueu, devinez qui c'est qui vient les sauver. C'est en fait Eleven qui a ouvert le portail qui mène à l'Upside Down. Je l'ai ouvert. Le portail. Fin de l'épisode 6. Alors, Mike et Eleven... Mais baiser, putain! Sauf qu'on n'a pas le temps, le mec du labo encercle la maison, course-poursuite, wagon volant, il se carapate dans le bus et des espions arrivent. Heureusement, Hopper vient les sauver. Pendant ce temps-là, le mec du labo récupère la maison des Wheeler et on a le temps de voir que le père de Mike est un gros con. Vous pensez que mon fils cache cette fille? Qu'est-il arrivé à ses cheveux? Ouais, prends tout. Nous voulons seulement savoir si vous l'avez vue ces derniers jours. Attendez, elle est russe? Un peu avant, tout s'explique entre Hopper, Joyce, Jonathan et Nancy, et maintenant le groupe enfin réuni se retrouve chez Joyce, s'explique tout encore et cherche à localiser Barb et Will. Ça ne marche pas, mais ils ont une idée et foncent au collège. Leur plan est de préparer une espèce de jacuzzi de sel à Eleven qui la rendra plus puissante. Elle s'y installe et cherche Will et Barb, elle trouve les deux, mais l'un dans un bien meilleur état que l'autre. Je vous laisse deviner lequel. Hopper et Joyce partent au labo,
Jonathan et Nancy partent chez les Byers, Will est dans la merde, fin de l'épisode 7. Joyce et Hopper récupèrent le labo, non sans être badass. Les mecs du labo laissent le labo à Hopper et Joyce et s'en vont tout bêtement en pensant qu'ils vont mourir. Jonathan, de retour chez lui, avec l'aide de Nancy, piège la maison pour le transformer en une espèce de terrible parcours de Tricky Bee. Steve arrive, le monstre aussi, j'ai l'impression de raconter une blague carambar. Il pète à la gueule le monstre meurt, à moins que... Meanwhile, la bande se fait chier, sauf Eleven. Dustin va manger du chocolat, Mike et Eleven s'embrassent pour de vrai. Le labo arrive dans le but de récupérer Eleven. Vraiment, vous lâchez rien les mecs. Elle les bute. Et qu'est-ce qui attire par le sang? C'est ce bon vieux Barnavé. Eleven est HS, alors ils essayent de le tuer en... Eleven se réveille, le tue et se sacrifie d'une manière très triste et bien épique. Pour finir, Hopper et Joyce font leur petit safari pépère dans l'Upside Down, trouvent Will et la séquence émotion. Tout est bien qui finit bien, mais pas vraiment, parce que Will se met à avoir des flashbacks du Vietnam qu'on saura pourquoi que dans la saison 2. Et parce qu'Hopper met des gaufres dans une boîte dans la forêt, ce qui signifie qu'Eleven est vivante. Fin. La lumière et les décors sont très bien faits. Peu que j'en ai montré, vous devez forcément l'avoir remarqué, c'est super bien foutu. Après, il y a vraiment des effets spéciaux qui sont pas beaux, mais genre vraiment pas beaux. Et ce qui est étrange, parce que l'Upside Down est joli, les moments où Eleven elle marche dans cette espèce d'eau noire, c'est stylé, mais il y a juste des effets, on dirait Shooting Star. Autre défaut, la réa est inexistante. Alors, généralement, une série, ça n'a pas de vraie réa, mais ça peut en avoir, et dans ce cas-là, ça aurait été génial. Il y aurait eu des parties pris intéressants, et ça aurait aidé la mise en scène. Mais du coup, comme il n'y a pas de réa, il n'y a pas de mise en scène, et ben c'est chiant. Mais c'est un des deux seuls défauts qu'on peut trouver à la série. Parce qu'après ça, on a les acteurs et leur choix. Et le choix d'acteurs dans cette série est, par exemple, Joyce. Joyce est jouée par Winona Ryder, qui a été très critiquée, parce qu'elle a fait des films dans les années 80, et plus aucun aujourd'hui. Faut se dire qu'ils l'ont pris parce que ça fait nostalgie, mais je pense pas du tout, parce qu'elle me fait penser à Ripley dans Alien 2. C'est une mère guerrière, prête à tout pour défendre ses petits, ce qu'elle fait avec Will, et elle le retranscrit très bien. Le reste du casting est parfait. Hopper est badass en soi, Nancy est parfait, et Jonathan est super crédible. Je ne parle pas de tous les acteurs secondaires. Il reste les enfants acteurs, et je pense qu'on a assez parlé des enfants acteurs, mais je vais en reparler. Il y a une vraie synergie entre les enfants du tournage, ce qui est un peu logique puisque certains se connaissaient déjà avant le tournage. Millie Bobby Brown, on n'a pas arrêté de le répéter, mais c'est la meilleure. Gaten, ou Dustin si vous préférez, arrive à refléter toute la sagesse et l'humour de son personnage. Lucas est peut-être celui qui s'en sort le moins, mais on n'arrive pas à nier tout son talent. Will arrive à évoquer toute sa sympathie, pareil pour Mike. En bref, le cast est très bon. Qu'en est-il de l'écriture? Tout d'abord, la série se place dans un contexte de fin de guerre froide, un moment où la paranoïa américaine était à son paroxysme, et où l'État était intrusif à mort avec les Américains, voulant en faire de parfaits petits soldats qui pensent, achètent et consomment américains. Et là, pour comprendre la série, je vais avoir besoin d'analyser un autre film qui se passe pendant la guerre froide, Le Géant de Fer. L'histoire d'Oga, un gamin fan de BD et de science-fiction qui va rencontrer un robot de 30 mètres venant d'un autre univers. Ils deviennent potes, Oga lui apprend des trucs et il s'enfuit pour échapper aux militaires. Le géant est révélé aux yeux de tout le monde, mais un patriote américain paranoïaque typique de la période de la guerre froide tire une ogive nucléaire sur le géant qui est entouré de civils. Ainsi le géant se sacrifie pour sauver tout le monde. Si vous y réfléchissez un peu, vous voyez où je veux en venir. Eleven est le géant. C'est une créature qui vient d'on ne sait où, un être magique qui ne connaît rien au monde qui l'entoure. Un guerrier surpuissant créé pour tuer, qui n'est au fond qu'un enfant qui, grâce à l'apprentissage de gamins intelligents et courageux, devient Superman. Tous les points convergent. La période de guerre froide et la paranoïa créant la peur de tout ce qui est étranger, le fait qu'Eleven a été dressée pour être une arme de guerre, mais qu'elle n'ait donc pas eu d'enfance, le fait que les personnages ne savent pas d'où elle vient, et justement, peu importe d'où elle vient, elle a décidé d'être qui elle voulait, et ce qu'elle veut, c'est sauver ses amis. C'est ça la morale de Stranger Things. On est ce que l'on veut être, peu importe le regard des autres. D'ailleurs, les autres. Le Démogorgon n'est pas le réel méchant de la série, puisque les persos ne voient pas le Démogorgon. Ils voient juste sa conséquence, à savoir les disparitions. Le Démogorgon n'est que le but d'Eleven, celui qu'elle doit tuer afin de devenir quelqu'un et de déterminer sa quête. Les réels méchants de l'histoire, c'est la société, l'État américain qui ne cherche qu'à atomiser tout ce qui ne lui ressemble pas, un État qui manipule et fait penser à son peuple ce qu'il veut, peu importe les dégâts collatéraux. Après, le méchant du Géant de Fer était émotionnellement diabolique, donc ça marchait mieux. Ici, on a juste des méchants vides, qui semblent aussi humains que le Démogorgon. Intéressant. Dans Stranger Things, on voit aussi la population bernée par l'État américain. Ceux qui partent ne sont que des dommages collatéraux, car de toute façon, ils ne nous ressemblaient pas, ils ne seront jamais nous. Ceux qui restent sont parfaits, même si ce sont des connards.
Tout ça est évidemment en lien avec l'adolescence de nos protagonistes, car l'adolescence est un moment où on est beaucoup plus influencé par justement la masse, le regard des autres. Eleven apparaît alors pour rappeler que même si le futur nous fait peur, il faut se rappeler que le futur d'hier est le présent d'aujourd'hui. Peu importe le regard des autres, et peu importe la vérité, puisque de toute façon les amis se disent toujours la vérité, et peu importe ce qu'on a fait, peu importe ce qu'on a été, on sera ce qu'on voudra. Stranger Things n'est pas un chef-d'œuvre. Regardez Ready Player One, Gravity Falls ou Le Géant de Fer dans une moindre mesure. Mais Stranger Things n'est pas du fanservice. Et la saison 2 Attends, tu te fous de ma gueule, ça fait 8 mois que je suis en train de bosser sur...